Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est l'Afterlap, le podcast du sport auto, en audio sur www.afterlap.com et en vidéo sur la chaîne YouTube l'Afterlap. Et si je dis ça aujourd'hui, c'est bien parce que Tristan Gomandi, effectivement, est avec nous via Skype, on peut le dire. Salut Tristan, ça va? Salut, comment tu vas? Bah moi ça va, écoute, c'est sûr que là on est à distance, hein, on est en confinement, faut-il le rappeler, donc on peut Oui. pas se voir. Pas le choix. Bon, le fait est que, Tristan, tu as bien regardé le Grand Prix de Turquie. Et donc, pour cet épisode 68 de l'Afterlap, je te propose évidemment qu'on le débriefe ensemble parce qu'il a été plutôt animé. J'en profite juste pour rappeler quand même à nos auditeurs et spectateurs que tu sors d'une brillante deuxième place en finale de l'ELMS à Portimao la semaine dernière. Bah si, je voulais te féliciter publiquement, terminer sur le podium et même sur la deuxième marche du podium en ELMS derrière pas les intouchables United pour une fois. Non mais c'est une super performance, non? Non, non, c'était très bien, c'était très bien. C'était dans la continuité de ce qu'on pressentait depuis un petit moment, mais on n'arrivait pas à tout mettre dans l'ordre. Donc là, ça a été fait et un très bon niveau de performance. C'était la course qu'on souhaitait pour terminer cette année. Donc on était tout très, très, très contents de ce résultat. En plus, c'était très mérité. Il n'y a pas eu de circonstances particulières, c'était vraiment très sympa. Bon, bah écoute, tu peux être fier de toi et je te laisse féliciter toute l'équipe du Ken Team, évidemment, de notre part, à tous les Parfait. fidèles de l'Afterlap qui se joignent à moi, bien sûr, pour vous féliciter. Alors, tu as vu que j'ai mis un beau petit décor derrière moi qui rend hommage à Lewis Hamilton, qui est donc officiellement, bah on le sait, un septuple champion du monde depuis donc ce Grand Prix de Turquie qu'on a vécu ensemble. Alors, on va revenir sur les événements de ce Grand Prix de Turquie parce qu'il y en a eu pas mal. La première question que j'ai envie de te poser, toi, pilote professionnel, est-ce que tu as déjà été confronté à une piste où l'adhérence ne vient jamais? Pendant tout le week-end, ça galère, vous n'arrivez pas à mettre les pneus en température, vous n'arrivez pas à trouver le grip. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta carrière? Parce que là, on voit que c'est arrivé à toute la Formule 1. Là. Alors c'est déjà arrivé, mais là on voyait que c'était assez général. Donc il y avait des échelles d'adhérence suivant les voitures, les teams, un peu différentes. Ça dépendait aussi à quel moment du run avec les full wet ou les inters, suivant les équipes. Mais là on voyait que c'était quand même très général, donc ça venait vraiment du circuit et des conditions climatiques, mais je dirais vraiment euh, du, euh, du resurfaçage du circuit, très probablement. Ça, c'est quand même relativement rare à ce point qu'on vive ça, nous, parce qu'on n'est pas dans le target et on n'est pas dans la fenêtre de tir du pneu et qu'on n'est pas dans les bonnes pressions ou on n'a pas fait chauffer suffisamment les pneus. Oui, ça arrive. Maintenant que ce soit général comme ça, c'est quand même des conditions assez rares. Oui. Alors, on s'est demandé pendant tout le Grand Prix, soit s'il allait pleuvoir de nouveau, parce que ça semblait s'assombrir, et comme toujours cette année, la pluie a souvent été annoncée, elle n'est jamais venue, bon bref, mais on pensait que ça pouvait sécher. T'as vu, ça n'a jamais séché. Tous les pilotes étaient unanimes, et toi, à distance, tu t'en doutais, on pouvait pas passer en slick. Non, c'était pas possible. Alors, je pense qu'il aurait pas fallu, s'il avait pas plu, je pense qu'encore 5, 6, allez, une petite dizaine de tours, je pense que c'était vraiment quelque chose qu'ils auraient été obligés de faire parce que les inters, on voyait, étaient quand même en souffrance et qu'au bout de 15, 20 tours, 15 tours, je dirais, on voyait ils étaient quasiment en slick. Mais à un moment donné, on voit Max Verstappen le dit à son équipe, il dit non, non, c'est trop tôt, moi je reste en inter. Et ça a été le cas de tout le monde. Le niveau d'adhérence était tellement faible finalement que c'était pas la problématique n'était pas forcément d'évacuer l'eau, c'était de pouvoir faire chauffer la gomme. Et le fait de rester en inter permettait de chauffer, d'avoir une gomme plus tendre et ce qui permettait de prendre de la température sur la surface du pneu. C'est principalement la raison pour laquelle la majorité des équipes, enfin la totalité des équipes sont restées en inter. Ouais. Alors, quelqu'un qui serait venu au milieu du Grand Prix, il aurait vu Stroll largement en tête, Perez 2, les Red Bull qui faisaient un petit peu le spectacle, et honnêtement, il voyait bien que les Mercedes étaient largués. Bottas, il était déjà aux fraises, si tu me pardonnes l'expression, et Hamilton, ça galérait. Une heure plus tard, Hamilton gagne avec 30 secondes d'avance. Encore une fois, là, c'est la même histoire. À la fin, c'est Hamilton qui gagne, hein, c'est incroyable. C'est assez fou. C'est assez fou parce que comme tu dis, au bout de 15 tours, honnêtement, Hamilton était en souffrance. Il était en mode survie complet.
pas véritablement en mesure d'attaquer. Donc il était vraiment en train d'essayer tout simplement de maintenir le rythme de la tête de course. Et encore, il n'y arrivait pas puisqu'effectivement les Stroll et Perez étaient un cran au-dessus. Max Verstappen était au-delà des limites comme on le connaît. Donc il arrivait effectivement à faire un peu la différence, mais j'avais envie de dire que c'était quand même principalement grâce à lui. Et c'est vrai que, comme à son habitude, à un moment donné, on voit qu'il a cette faculté incroyable de d'analyser la situation, de ne pas commettre d'erreur, de prendre le temps de comprendre ce qui se passe et de quelle manière il va pouvoir tirer la quintessence de ce qu'il a entre les mains. Et c'est ce qu'il a commencé à faire parce que la voiture, en tout cas, on peut pas dire très clairement, les Mercedes n'étaient pas meilleures que les autres aujourd'hui. Euh, donc il y avait aucun avantage à la voiture. Et pourtant, à un moment donné, il l'explique un peu à la fin. Hein, et à un moment, il s'est posé pendant plusieurs tours, probablement une 15-20 tours. Il s'est posé la question à comprendre où est-ce qu'il pouvait mettre les roues et de quelle manière il pouvait exploiter au mieux sa voiture. Et puis il s'est mis en ordre de marche. Et puis à un moment donné, bah, même sans avoir la meilleure auto, c'est incroyable. Il a fait la différence avec 30 secondes d'avance à la fin. Voilà. Mais la différence, elle s'explique aussi par le fait que lui et Pérez ne se sont arrêtés qu'une fois, là où tous les autres, même sur Canal, à un moment donné, Villeneuve nous dit, il reste 20 tours, les intermédiaires tiendront pas. Bah si, ils ont tenu plus de 35 tours pour chacun des deux. Donc c'était bien faisable. C'est vrai, mais je pense que quand même c'était très très limite. C'était très limite puisqu'on voit Max s'arrêter et changer l'avant-gauche. Donc, et quand on voit les images en caméra embarquée de Pérez, on voit les vibrations énormes au volant. Je pense que vraiment ils allaient au bout. Alors, ça fait partie probablement un peu du génie Hamilton, c'est que il le savait dès le départ. Il a fait en sorte de pas taper dans les pneus avant. Quand ça a commencé à prendre du sous-virage, très probablement, il a jamais tiré sur le volant, toujours fait attention à ses gommes parce qu'il avait cette stratégie qui a dû être mise en place quand même assez tôt. Et il a réussi à emmener ses gommes au bout. Donc Ouais. c'est encore une fois, c'est quand même vraiment grâce à lui quand même. Ouais, on est d'accord. Non, mais bon, quelle meilleure manière pour célébrer ce jour historique où il égale le record de Michael Schumacher. Donc ils sont maintenant deux à être 7 fois champion du monde. C'est pas une surprise, Tristan. Toute l'année, nous n'avons cessé de l'anticiper. Donc c'est vrai que c'est pas une méga news, on va dire. Mais ça y est, c'est aujourd'hui que c'est arrivé quand même. Et c'est quand même quelque chose qui est incroyable. Hein. Bah, c'est-à-dire que quand on se rappelle un petit peu son début d'année, après 6 ou 7 Grands Prix, on avait compris que bon bah l'affaire semblait, même si l'année en Formule 1 est longue, au bout de 6-7 victoires, on s'est dit là ça a l'air bien emmanché quand même. Et il n'y avait pas véritablement, de concurrence parce que si on se rappelle bien le début de saison, au moins les 10 premiers Grands Prix, Mercedes avait des années-lumière d'avance. Ferrari était dans les choux complets avec un moteur qui fonctionnait pas. Il y avait les Red Bull qui étaient pas du tout dans le rythme et qui prenaient à la régulière quasiment une seconde au tour. Donc il y avait non seulement pas de concurrence, mais lui était clairement un cran au-dessus de Bottas. Donc là, c'est clair que au bout de 10 Grands Prix, 6, 7, 8 Grands Prix, l'affaire semblait faite quand même. Ouais. Donc en tout cas, on analysera évidemment, on reviendra sur ce 7e titre un peu durant l'intersaison, mais là, on ne peut que constater ce qui était l'évidence même, à savoir qu'il est bien le champion du monde 2020, que c'est mérité, qu'il est au sommet de son art. Mais bon, allez, on va dire les analyses viendront plus tard. Tristan, je te propose plutôt de nous concentrer sur ce qu'on a vécu aujourd'hui, tous les événements de ce Grand Prix, et Dieu sait qu'il y en a eu. Moi, j'ai une pensée un peu émue, je vais dire ça comme ça, pour Stroll. J'ai envie de dire, il méritait pas au final de terminer 9e, alors qu'il a fait une super pole, qu'au début de course, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Il est devant, il contrôle bien la situation, mais c'est vrai que son deuxième train de pneus l'a mis complètement en dedans. Hein. Oui, c'est pas la première fois. Alors, c'est pas. Tout d'abord, il a fait un début de Grand Prix. Il a fait d'abord la pole position, même si évidemment les circonstances étaient exceptionnelles. Il n'empêche que fallait le faire. Donc, il l'a fait et il a su exploiter l'auto qu'il avait et l'opportunité qui lui a été offerte par les circonstances. Donc ça, déjà, premièrement, c'était très positif.
Le début de Grand Prix, il a fait aucune faute. Encore une fois, c'est souvent le cas en monoplace, surtout quand il y a des écarts entre les autos et des circonstances très compliquées comme celle-ci. Le premier à comparer, c'est son équipier. Ouais. Et là, honnêtement, il a créé un écart tout de suite avec Pérez. Il y a un moment donné, il y a 6, 7, 8 secondes d'écart Tout à entre fait. les deux. Et ça, il l'a fait à la régulière avec les deux mêmes autos. Donc ça, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit et il a fait le job. Et à un moment donné, c'est vrai que je pense dans la gestion de l'évolution de la piste, le fait de passer en inter, je pense que c'est là où ça a commencé à se compliquer pour lui, c'est le passage en inter. Ouais, ouais. Euh, Toute la partie full wet, c'est vrai que pourtant aux essais, ils avaient été extrêmement performants en inter, donc on pouvait s'attendre. Maintenant, la piste a quand même un peu évolué. De rouler en essai, alors que de rouler en course avec 20 voitures en même temps, c'est pas tout à fait la même circuit. Le circuit n'évolue pas de la même manière. Et là, j'ai envie de dire on a vu qu'il y avait à un moment donné un problème de gestion dans le pneumatique. Et puis après, bon, l'équipe Racing Point est pas au même niveau quand même que Mercedes. Et je pense que dans la gestion et la technique, enfin pas la technique, mais la tactique et la gestion de la course, il y a peut-être eu aussi là quelques loupés côté Racing Point. Mais Ouais. en tout cas, Stroll, je trouve de plus en plus, il faut pas oublier son palmarès, c'est qu'il est quand même champion d'Europe de F3. Alors, c'est le fils d'eux, oui, c'est vrai, mais on a souvent un petit peu complètement oublié le parcours de Stroll et il vient de montrer quand même que les années faisant, il régressait pas et il continuait de progresser d'année en année. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un autre témoignage après la course, je ne sais pas si tu l'as pu le voir, c'est Albon qui a dit qu'à un moment donné dans la course, son deuxième train de pneus intermédiaire était tellement bon qu'il a honnêtement songé qu'il pouvait gagner, tellement il avait l'impression de voler. Et ensuite, quand il s'est arrêté une dernière fois, il n'avait plus aucune adhérence, il comprenait plus rien. Donc il dit là, j'avoue qu'effectivement, c'est incroyable, on passe d'un même type de pneu à des impressions complètement différentes. Bon, ça, c'est ce qu'il a dû ressentir. On va pas ne pas le croire, on va dire. Le fait est que j'ai l'impression qu'Albon s'est un peu remis là en évidence aussi. Hein. Écoute, il s'est montré. Il a pas été mauvais, je trouve. Non, 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 il a très très bien roulé. Il a fait jeu égal pendant très longtemps avec Verstappen. C'est souvent dans des conditions extrêmement difficiles que le talent se révèle. Donc, je pense que durant ce Grand Prix, Albon a prouvé qu'il n'était pas arrivé là par hasard et il avait un talent certain. Bon, maintenant après, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites fautes, des choses qui sont pas forcément dramatiques, mais bon, son tête à queue évidemment a coupé court à tout espoir. Ça, c'était un petit peu dommage. Et puis après, c'est des choses qui arrivent. Hein. Honnêtement, quand on est dans des conditions assez difficiles comme ça, il suffit que les pneus qu'on lui a mis sur l'auto étaient chauffés un peu moins en température. Il suffit d'avoir été un peu gêné dans son tour de sortie, d'avoir pas finalement attaqué suffisamment son tour de sortie. Et les pneus n'ont pas réussi à passer ce cap de la température et de la mise en action. Et après, vous galérez pendant 2 tours, 3 tours, 4 tours pour les mettre en condition. Donc c'est quelque chose qui est possible. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Albon a quand même sérieusement montré beaucoup de talent. Voilà. Et on sait qu'en ce moment, il est un peu sur la sellette et que on lui a demandé de prouver un peu sa valeur jusqu'à la fin de l'année. Alors, est-ce qu'il pourrait laisser effectivement sa place à un Pérez ou un Hülkenberg, comme on en parle, chez Red Bull qui viendrait, puis Albon serait un petit peu viré, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, il a montré que, bon, il a su Après, répondre présent, on va dire. je suis pas sûr que ce soit suffisant Hmm. pour sauver son baquet. Ouais, d'accord. Ok. Bon, on retient ça. Alors, une question sur Max Verstappen. Je te cache pas que j'en avais fait mon favori, mais pratiquement évident. Pourquoi? Parce qu'il était en première ligne, parce qu'il était aux avant-postes et le plus rapide depuis le début du week-end, parce que sur ce genre de conditions précaires, il a toujours brillé. Et puis, oui, parce que sur un circuit un peu d'homme, je pensais que c'était pour lui, quoi, franchement. Alors là, je suis tombé de haut, et lui aussi, hein, il l'a dit, c'est une journée à oublier, je suis passé à côté. On a eu le sentiment qu'il avait surpiloté, qu'il s'était enflammé, qu'il avait mal géré. Enfin, comment t'analyses? Parce que il est passé à côté, c'est clair.
Oui, alors il est passé à côté, mais franchement pour peu de choses. Je pense que il est passé à côté de son week-end, enfin pas du week-end, mais de son dimanche. Hmm. Ça s'est joué dans les 20 premiers mètres. Ouais. Ouais, ouais. Il est Ah, scotché. le pauvre, il a mis un tout petit peu trop de gaz Ouais. et l'adhérence était tellement faible que lorsque vous perdez le contrôle de l'adhérence comme ça, avec une F1, c'est très compliqué. Autant quand vous avez en Formule Renault, en F3 ou même avec des autos un peu moins puissantes, vous arrivez à baisser de régime et à repartir de rien pour remettre gentiment les gaz et récupérer un petit peu ce que vous avez perdu au départ. Mais là, avec le niveau d'adhérence qui était quasiment nul, c'est devenu très très compliqué. Et on voit qu'il est en train il lève les gaz, il remet, il sait plus quoi faire. Et là, le Grand Prix, il l'a pris dans la tête dans les 20 premiers mètres. Hmm. Là, il perd 4 places, je crois. Euh, et là, enfin, malheureusement ou heureusement, devant, ça a fait le job. Ouais. Et on l'a vu que ça a été très très compliqué pour lui d'aller récupérer sa place. Donc je pense que Et son tête à queue derrière Pérez, comment tu l'as jugé? Hmm. bah, bah, les Racing Point étaient très vite. Donc Hmm. on a vu qu'à un moment donné, lorsqu'il s'est retrouvé tout seul avant son premier arrêt, il a enchaîné les records du tour. Quand tout le monde passait en inter, il était encore lui en full wet. Et d'ailleurs, il demande à l'équipe de ne pas le changer trop vite Ouais. de gomme. Je pense que là, c'était par contre une erreur de mon point de vue. Ouais. Ouais. C'était son feeling parce qu'il s'est senti bien, sauf que tous ceux qui repartaient immédiatement en inter, euh, que ce soit Leclerc, tous ceux qui ont changé immédiatement, tout de suite ont aligné des secteurs qui étaient bien plus vides. Donc je pense que là, c'était un peu une erreur de jugement de sa part et il aurait, je pense, dû laisser voir l'équipe et réfléchir pour lui parce que il a perdu là, à mon sens, 2-3 tours. On est Et d'accord. mais il n'empêche que il a fait le job, il a sorti une très grosse attaque, il était dans le rythme de Stroll en wet, mais il était bloqué, donc il pouvait pas s'exprimer complètement et apparemment très très difficile à doubler à ce moment-là. Donc pour moi, son Grand Prix, tout le potentiel qu'il pouvait montrer, ou en tout cas le résultat, le podium et la victoire qu'il pouvait éventuellement envisager, il l'a perdu. Pour moi, Hmm. il l'a perdu dans les 20 premiers mètres à cirer Ouais. pendant 50 mètres. Ouais, ah non, mais c'est sûr, ça faisait mal au cœur de Ah, voir un ça, pilote. c'était coaché. Ouais, ouais, incroyable. Là, on a rarement vu ça, oui, on est tout à fait d'accord. Ouais. Alors, par contre, bah, évidemment, on va terminer avec la belle histoire. Bon, et bien sûr que les McLaren se sont mis en évidence. Sainz, cinquième, formidable. Norris, à la force du poignet, qui réussit à faire 8. Super, on a parlé des Red Bull, mais on va finir par Ferrari. Écoute, Vettel, là, nous a fait un super Grand Prix. Là, il s'est rappelé au bon souvenir de tout le monde. Il nous a fait un départ de dingue. Il a gagné 8 places d'un coup. Et puis, au final, il accroche bien ce podium qui semble mériter sur l'ensemble de sa journée où il a été solide. Là, il n'a pas fait de bêtises. Ouais, moi, ça m'a donné un feeling un petit peu particulier parce que finalement, à le voir rouler et sur l'ensemble du Grand Prix, hein, il a vraiment fait un super job. On a vraiment eu l'impression qu'il a tiré le maximum de la voiture et de ce qu'il pouvait faire pendant le Grand Prix. Et finalement, à la fin du Grand Prix, j'avais le sentiment de dire, mais ok, bah oui, c'est Vettel, c'est normal. En fait, c'est ce qu'on devrait voir de lui depuis 1 an et demi. Ouais. Euh, on a eu l'impression de retrouver le Sébastien Vettel qu'on connaît en fait. Rien de plus, rien de moins. Mhm. Il a fait le job. Oui, oui, non, mais t'as raison. Sur le papier, t'as tout à fait raison. Mais on s'était tellement, hélas, habitué à voir ses malheurs que oui, là, on va dire, ça fait un peu plaisir quand même En parce qu'on fait, l'aime bien. ce qui fait plaisir, ce qui donne un peu, ce qui donne de l'espoir, enfin en tout cas ceux qui apprécient Vettel, hein, c'est que à le revoir dans des conditions aussi difficiles que cela, d'avoir ce niveau de pilotage, ça donne pas mal d'espoir pour l'année prochaine, parce que si Ouais. effectivement on voit qu'il y a une partie psychologique et que la rupture est faite avec Ferrari, s'il peut retrouver son niveau de pilotage
qu'on a toujours connu et qui n'est plus là depuis effectivement peut-être un an maintenant, une petite année. S'il retrouve le niveau qu'on connaît de lui, je pense que ça peut être un concurrent sérieux avec de belles batailles pour 2021. Ouais. Le mot de la fin, j'ai envie de te poser une question. Je vais renfoncer un peu le couteau dans la plaie, mais c'est sur pauvre Bottas. C'est un peu malheureux de dire ça, mais aujourd'hui c'est terrible. Il fait 4 têtes à queue, il est pas dans le rythme, il se prend un tour, donc il abandonne tout espoir de devenir champion du monde si tant est qu'il n'en ait jamais eu un. C'est cruel, c'est cruel. Et est-ce que quand même, ça veut pas dire que là il y a trop de disparités chez Mercedes? Il y a 2 points, moi, quand je pense à Bottas, il y a 2 points qui me viennent à l'esprit. Premièrement, ce qui est cruel, c'est d'être l'équipier de Lewis Hamilton. Parce que c'est vite compliqué. Ouais. Le deuxième point qui est extrêmement positif pour lui, c'est qu'il a déjà signé son contrat. Donc, c'est les deux points. Quand je pense à Bottas, à la fin du Grand Prix, pour moi, c'était les 2 points auxquels je pense quand je réfléchis Bottas. C'est pas très grave, mon garçon, t'as déjà signé, heureusement pour toi, l'humain cierge, parce que je pense pas qu'avec un Grand Prix comme ça, il aurait signé aussi facilement. Et puis quand on a un équipier qui est au-dessus de la mêlée comme ça et qui probablement sera considéré comme si ce n'est le plus grand, parce que je lui souhaite, mais sera peut-être 8 fois champion du monde, 9 fois peut-être, on n'en sait rien, ou même aujourd'hui sera considéré comme ou fera partie des 3 plus grands pilotes de F1 de l'histoire. Quant à ça comme équipier, c'est c'est compliqué, quoi. Faut faire face parce que il est au sommet de son art. Faut être clair. Tu l'as dit tout à l'heure. Je pense que là, dans toutes circonstances, alors que on pourrait se dire qu'il s'éparpille un peu dans ses combats extra-sportifs, il est d'une stabilité mentale, technique. Et d'une clarté dans ses raisonnements inébranlable aujourd'hui. C'est sa grande force. Alors quand vous avez ça comme équipier, eh ben là, vous faites le dos rond et vous attendez et vous prenez les miettes, quoi. Donc Bottas, il sait qu'il a re-signé au moins pour un an. Eh ben, il faut qu'il se donne le temps, de la sérénité, qu'il prenne des vacances cet hiver et qu'il y voit clair. Ça, c'est clair que là, ça fait mal. Ouais, c'est sûr. Bon, bah écoute Tristan, je vais te remercier vraiment beaucoup de ta disponibilité parce qu'en ce moment, on sait que c'est pas forcément simple, mais tu continues de jouer le jeu d'être notre consultant préféré de l'Afterlap. On t'en remercie. Écoute, on a fait un Facebook Live récemment. Je peux te dire que ça a pas mal marché du tout. Je remercie tous ceux qui avaient joué le jeu et beaucoup disaient que de t'avoir à nos côtés, c'était toujours un plus et que tes analyses étaient toujours très bien perçues. Donc écoute, vraiment un grand merci. Moi, je ne m'en lasse pas, c'est sûr. Et comme je sais qu'il y a encore 3 grands prix d'ici la fin de l'année et que même si on n'arrive pas à se voir, on arrivera bien à se parler. Bon, bah voilà, on a encore de bons moments à discuter tous les deux, même en période de confinement. Bon, bah porte-toi bien, hein, reste en bonne santé. Et merci, toi aussi, et toute ta famille, à tous les auditeurs également. Eh ben, écoute, Tristan, on te remercie. L'Afterlap, le podcast du sport auto, un épisode toutes les semaines. Porte-toi bien, Tristan, et donc à très bientôt, on n'en doute pas. Salut. Merci. Ciao.